Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. La résilience, ce n'est pas oublier. C'est apprendre à sourire à nouveau en portant l'absence avec amour. Dans cet épisode, Léa nous partage son parcours bouleversant, plein de résilience. Lors de sa première grossesse, elle découvre à 5 mois de grossesse que sa fille est atteinte d'un tératome sacro-coccygeal. Elle naît prématurément et s'éteint dans ses bras quelques heures plus tard. Dès cette première grossesse, Léa rêvait d'un accouchement en maison de naissance, un projet qu'elle n'a pas pu concrétiser à ce moment-là. Seulement quelques mois plus tard, et pour le plus grand bonheur de Léa et son compagnon, une nouvelle grossesse débute. Leur choix est tout fait, c'est en maison de naissance qu'ils veulent être suivis. Malgré un diabète gestationnel diagnostiqué en cours de route, Léa est bien prise en charge et continue son suivi en maison de naissance. Elle nous raconte ce deuxième accouchement vécu pleinement dans l'intimité et la confiance. Aujourd'hui, Léa nous raconte son histoire. Malgré la positivité et la résilience de Léa, cet épisode évoque la perte d'un nourrisson lors de sa première grossesse, due à une maladie très rare. Nous vous invitons à l'écouter avec vigilance. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Léa, on est ravis de t'accueillir à notre micro. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager tes récits de grossesse et d'accouchement avec nous dans ce nouvel épisode. On est contente d'entendre ton expérience assez particulière aujourd'hui, mais avant de rentrer dans le détail de ton histoire, comme on le demande à chacun et chacune de nos invités, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc je m'appelle Léa, j'ai 27 ans. J'habite Fontanille-Cornillon vers Grenoble. Je travaille dans une société de transport en commun en tant que conductrice et contrôleuse. Et je vis actuellement avec mon conjoint Mathieu et ma fille Lou, âgée de 15 mois. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as fait ton projet d'accouchement ? La maison de naissance de Grenoble. Est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance ? Alors, pour moi, c'est un lieu qui permet d'accoucher comme à la maison, dans un environnement calme, un peu cocooning, et dans la position qu'on désire, avec la présence d'une sage-femme. Aujourd'hui, on a fait le choix de t'inviter dans notre émission parce que ton parcours atypique permet d'aborder la question notamment de la pathologie durant la grossesse et sous plusieurs angles, on va le voir dans ton histoire. Mais on va commencer par parler de ton expérience en maison de naissance avec Julie. La première chose qu'on aimerait savoir, c'est comment t'as connu les maisons de naissance. Alors, j'ai connu les maisons de naissance grâce à quelqu'un de ma famille qui a ouvert une maison de naissance. Ah oui. Oui. Ouais. C'est chouette. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, donc à force qu'elle me raconte toutes ces belles histoires, et ben ça m'a donné envie d'accoucher en maison de naissance. Il me semble que c'est la première fois qu'on a une invitée qui Oui. nous dit que c'est comme ça qu'elle avait connu les maisons de naissance. C'est celle proche de chez toi ou c'en est une autre ? Ça en est une autre. D'accord, en plus. Donc tu connais 2 maisons de naissance alors ? Oui, bah l'autre par contre, je l'ai pas vue la sienne, mais oui. En tout cas, c'est chouette. Qu'est-ce qui t'a motivé quand elle te parlait des maisons de naissance ? Tu dis les beaux récits, mais qu'est-ce qui t'a séduit le plus quand elle te racontait ses expériences ? Parce qu'en plus, c'est un point de vue de sage-femme, du coup. J'imagine, vu qu'elle est à la création d'une maison de naissance. Qu'est-ce qui t'inspirait de te dire j'aimerais pouvoir accoucher auprès d'une personne qui a cette vision-là, finalement, de l'accouchement ? Bah en fait déjà c'est la façon de comment les sages-femmes elles sont. Elles sont douces. Déjà il y a du tutoiement et ça c'est vrai que déjà ça rassure. Et elles sont vachement dans l'accompagnement et ça c'est quelque chose que moi j'aime bien. Oui, c'est une forme de proximité humaine. Exactement. Et d'après ce que tu nous as confié par mail, du coup, avant l'interview, on a eu quelques échanges. Tu avais envisagé un premier suivi en maison de naissance pour ton premier accouchement, mais ça n'a pas été possible. Est-ce que tu peux rappeler et expliquer les raisons de ce refus, de cette impossibilité d'aller en maison de naissance, pour mieux comprendre les choix et les répercussions aussi que ça a eu sur ta deuxième grossesse,
qu'on va pouvoir plus développer dans la suite de cette interview. Tout à fait. Donc en fait, ma première grossesse, elle s'est pas passée totalement comme prévu. Donc je suis tombée enceinte au mois de mars et je l'ai su donc 1 mois après. Et j'ai appelé la maison de naissance donc de Grenoble pour savoir s'il y avait de la place, si elle pouvait me prendre. Et en fait, il y avait plus de place. Et tous les mois, je les appelais pour savoir s'il y avait de la place. Et en fait, il y a jamais eu de la place. Et à 5 mois de grossesse, je suis allée faire l'échographie donc des 5 mois pour savoir le sexe du bébé. Et en fait, rien ne s'est passé comme prévu. Là, le ciel nous a tombé sur la tête en fait. Il s'est avéré que l'échographe, elle est tombée directement sur une masse et elle est restée figée là-dessus. Mais du coup, on n'a rien vu d'autre. Et elle nous a dit, il y a un problème. On a dit ah bon bah ok. Elle nous a dit bah je sais pas, il faut aller voir un spécialiste. Moi je sais pas du tout ce qui se passe, il faut aller voir un spécialiste. Et du coup de là donc elle appelle donc un spécialiste qui est sur Grenoble et on avait rendez-vous le lendemain. Et en fait le lendemain on est allé donc le voir et il nous a dit que notre fille avait un tératome sacrococcygien. Donc c'est une maladie rare qui se présente plus fréquemment chez les enfants de sexe féminin. Il s'agit d'une tumeur le plus souvent bénigne, détectable avant la naissance, qui survient chez les nouveau-nés à peu près, il y a un âge de 1 sur 35 000 à 40 000. Ok. Et nous, en fait, c'était donc cette masse, elle était vascularisée par 2 veines. Ok. Ah oui. Donc en fait, ça allait trop vite, le développement allait trop vite. Mhm. De là, j'ai arrêté d'appeler la maison de naissance. Oui. Parce que j'ai compris que, même les spécialistes m'ont dit que ça servait à rien. Donc du coup, j'ai arrêté et là j'ai été orientée directement au centre hospitalier de La Tronche, donc grand hôpital. Ok. Juste une précision avant que tu poursuives. Tu parles donc que tu as eu une échographe qui t'a orienté vers un spécialiste. Qu'est-ce qu'il avait comme particularité que ton échographe n'avait pas pour pouvoir vraiment identifier ce qui était en train de se passer pour ton bébé? En fait, l'échographe où j'étais, elle connaissait pas du tout. Elle avait jamais eu ça de sa vie. Et pourtant, ça fait une 40aine d'années qu'elle est qu'elle est échographe. Mais c'est une sage-femme échographe, du coup, c'est pas une Oui, c'est une gynécologue sage-femme obstétricienne. Non. Ok, d'accord. Voilà. Et en fait, le spécialiste, il est spécialisé sur les grossesses à haut risque. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'il avait cette capacité de pouvoir identifier clairement ce qui se passait. Exactement. Lui, il a compris tout de suite parce que, en fait, sur Grenoble, en 2022, j'étais le 3e tératome. Enfin, la petite avait, Ok, c'était la 3e. d'accord. Voilà. Et lui, il a fait l'échographie des 3. Bah, du coup, je te laisse poursuivre une fois que tu as été réorienté à La Tronche. Ensuite, là, il s'est enchaîné plein de rendez-vous où il nous avait soumis la proposition de rompre la grossesse. Ok, Mais pour nous, c'était pas envisageable. ok. Ils t'ont donné les raisons pour interrompre la grossesse, les risques qu'il y avait pour le bébé après, ou c'était juste un Oui. choix possible? Non, déjà, il y avait des risques de miroir. Donc, j'étais sous surveillance. J'avais Oui. une sage-femme qui venait, au final, elle est venue qu'une fois. Mais elle devait venir 3 fois par semaine pour me faire un monitoring. Et puis après, j'avais des rendez-vous, puis il parlait même d'HAD au cas où. Hospitalisation à domicile, ouais. Ouais. Tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est un risque de miroir? Un risque de miroir, donc j'avais des risques que ma tension elle soit haute. D'accord. Ensuite, des risques de prééclampsie Ok. et de cardiomégalie. Mais je pourrais pas l'expliquer. C'est un cœur qui est gros, mais je sais pas. J'ai lu ça sur les comptes rendus. Et après, c'est les 3 que j'ai ou qui est noté dans mes comptes rendus en tout cas. Entendu. Et du coup, je t'ai interrompu, tu disais qu'il t'avait proposé d'interrompre et vous vouliez pas, et du coup, par la suite, quels ont été vos choix? Ensuite, on avait comme consigne que s'il y avait la moindre douleur ou quelque chose qui n'allait pas, il fallait directement soit que j'appelle les urgences de l'hôpital, ou alors que je me déplace directement à l'hôpital. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. En fait, j'ai eu des contractions toute la journée, mais pour moi, c'était à peu près normal. Et le soir, c'était plus douloureux que d'habitude. Et du coup, on a essayé d'appeler plusieurs fois les urgences, mais personne n'a répondu. Ouais. Et du coup, on a pris les affaires, on est parti. Et... Vous êtes allé directement aux urgences de la maternité Exactement, de l'hôpital de Grenoble. D'accord.
Et donc du coup après donc on est parti. J'avais pris le strict minimum en plus en affaires parce que je pensais pas accoucher. Mm. Et du coup arrivé là-bas, donc nous a fait attendre à peu près 40 minutes. Et en fait, il s'est avéré que j'avais perdu le bouchon muqueux Ok. pendant que j'attendais. T'étais à combien de mois de grossesse là? J'étais à 24 semaines, donc à 6 mois. Oui. Ah oui, c'est tôt. Donc ça, c'était 1 mois après Après. d'avoir appris ça. Et du coup, on nous a mis dans une salle. D'ailleurs, la salle, elle s'appelait Tahiti. Du coup, c'était plutôt pas mal. Bon, on n'était pas à Tahiti pour le coup, mais bon. Mm. Et de là, une sage-femme, je crois, qui est venue et qui nous a dit qu'en fait, ils allaient faire une réunion avec les spécialistes qu'il y avait, même en visio et tout, pour ceux qui étaient chez eux, pour savoir quoi faire. Ok. Et du coup, nous, on attendait. À ce moment-là, tu continuais de contracter? Oui, après, il m'avait fait une perf pour diminuer les contractions, D'accord. pour attendre le plus possible le temps La de commission, quoi. Ouais. Ouais, déjà la commission, puis que eux s'organisent. Et du coup, il y a une sage-femme qui est venue. Non, c'est une pédiatre qui est venue avec une stagiaire Ok. pour nous dire qu'en fait, que la petite, donc elle allait naître dans les heures à suivre et savoir ce qu'on décidait de faire. C'est comment on voulait s'acharner ou pas. C'est-à-dire qu'il y avait un risque de la naissance, c'était pour elle, pour toi, pour vous deux? C'était pour nous deux. Ok. Ouais. On était toutes les deux à risque. Le truc, c'est que pour la petite, il y avait des risques pour la suite. Parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain, il est bien fait. C'est que quand il y a un problème, il va privilégier le cerveau Ok. en priorité. Donc en fait, tout le reste du corps peut être impacté. Et après, elle aurait pu avoir des problèmes cardiaques, rénales, tout en fait. Mhm. Et nous, on voulait pas d'une petite avec des problèmes, en sachant qu'on était jeunes, j'avais 25 ans. Donc du coup, on a choisi de pas s'acharner. Donc pour la pédiatre, c'était un peu... même dans ses yeux, elle nous regardait pas dans les yeux quand elle nous a annoncé ça. Donc voilà, après elle est partie et on s'est retrouvés que tous les deux. Et on s'est dit, bon, bon courage. Et c'est compliqué. T'as pas dû être facile. Ouais. Est-ce qu'ils vous ont proposé de voir quelqu'un pour en parler, un psychologue de l'hôpital ou quelque chose? Alors après tout ça, oui. Oui, Donc, pas au après moment où la l'accouchement, décision non. a Pas été pour prise. prendre la décision. Non, on l'a prise à deux. T'aurais aimé? Après, franchement, on était vachement en accord avec mon conjoint. Ok. Oui. Donc, on s'est toujours débrouillé tout seul, donc ça va. Et du coup, après, donc on nous a mis, c'était dans le service de grossesse à haut risque, où là, on nous a dit, vous pouvez passer la nuit tranquille, on se revoit demain matin, y a pas de souci. Nous, tranquille, on allait dans la chambre, on papotait, au bout d'un moment, on va pour dormir. Et il était vers les 00:30. J'appelle la sage-femme parce que j'ai des contractions qui commencent à être douloureuses, et en sachant que j'avais pas le droit de me lever en plus. Donc je pouvais pas marcher, je d'accord. pouvais rien faire, j'étais bloquée dans le lit. T'avais la péridurale, c'est ça? Non, pas encore. Pas encore. Et moi de base, je la voulais pas. Oui, Je voulais pas la péri, voilà. Et du coup, la sage-femme, elle arrive, elle me dit, je te mets une perf de Doliprane, et puis ça devrait passer. Mais je dis, ok. Est-ce que à ce moment-là, t'as un monitoring pour voir ce qui se passe au niveau de bébé ou Non, pas? là, j'avais rien. Ok, d'accord. Donc c'était vraiment que dans tes sensations. Voilà. Et en fait, du coup, je la rappelle et je lui dis, en fait, votre Doliprane, il a rien fait du tout. Elle me dit, j'ai cherché le monitoring, je vous pose le monito. Et elle le pose, elle s'en va, elle revient. Elle me dit, bon, c'est bon, c'est fini. Ah, vous avez bougé, dites donc, hein. Je dis, oui, je suis légèrement mal, je peux pas bouger, donc oui. Oui, j'ai un peu bougé. Elle me dit, bon, je vois que vous avez des contractions, on va passer en salle d'accouchement. Et du coup, de là, mon conjoint, en plus, il avait été levé, avec ça, parce que je l'avais pas réveillé pour lui dire que j'avais des contractions. Donc, du coup, il a juste entendu, on va passer en salle d'accouchement, il avait rien compris. Et du coup, elle prend mon lit, lui, il me suit. Et donc, on va dans une salle d'accouchement classique. Et de là, on attend. Une sage-femme, elle arrive et elle me demande si je veux la péri. Et je lui dis que moi, je voulais pas de péri.
Et elle me dit oui, mais donc on parle longuement et tout, et en gros elle me fait comprendre que vu la suite de ce qui va se passer, ce serait mieux d'avoir la péridurale. Et je dis D'accord. bah écoutez, bah faites-la, je pense qu'effectivement c'est peut-être mieux. Du coup donc elle me pose la péridurale, donc ça s'est super bien passé. Moi j'avais un peu peur au vu de l'aiguille, et en fait pas du tout, ça s'est super bien passé. Donc le problème c'est que les obstétriciens s'est jeté la balle pour savoir qui allait m'accoucher. Ah oui. Parce que personne voulait prendre le risque. Ça, tu le savais, ça? Non. Parce que j'allais dire, elles étaient pas devant toi, quand même. Non, bah heureusement parce que Oui, je veux dire, c'est... Oui, tu l'as su sinon, après coup. bah je l'ai su quand donc l'obstétricien qui avait déjà accouché les 2 autres tératomes de l'année, Ok. Ok. c'est lui du coup qui a voulu m'accoucher. Et il m'a dit bah de toute façon je suis le seul. Ah oui. Super, c'était un jeune et tout, super cool, très rassurant. Oui. Et il nous a dit bon par contre on va passer en salle de césarienne. On sait jamais, on prévoit un petit peu tout. Donc ce serait peut-être enfin c'est sûr même, on va passer là-bas, je vais habiller votre conjoint et après je vais vous transférer, donc c'était à côté, c'était pas très loin. Et du coup mon conjoint il a été habillé, c'était même très drôle parce que il avait donc les blouses bleues des chirurgiens et en fait il y avait écrit papa devant et derrière pour pas qu'on le confonde à l'accouchement avec les Avec spécialistes. chirurgien. Du coup c'était très drôle. Du coup, donc nous voilà passés donc dans la salle de césarienne. Donc tout le monde était quand même aux petits soins et ça c'était bien. Hmm. Tout le monde était près de nous. Est-ce que vous voulez quelque chose, machin et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant que j'accouche, il y a une sage-femme qui nous a proposé de faire une dernière échographie pour avoir des photos de la petite. Ouais. Donc du coup, ça j'ai trouvé ça génial. Donc du coup, bien évidemment qu'on a fait l'échographie, donc on a les photos de la petite. Et donc du coup, quand on est arrivé dans cette pièce, déjà il faisait froid, c'était glauque. Et puis même petit détail, mais bon moi j'avais que ça à faire parce que j'étais installée, j'étais en position pour accoucher. Et franchement, je me rappelle de la peinture. Elle est à refaire. Donc si quelqu'un du SAMU 20 ans, il faut refaire la peinture parce que c'était Faites vraiment moche. indiquer. Ah ouais, c'était horrible. Et du coup, la sage-femme, elle me dit de pousser. Donc du coup, je pousse 1 fois, 2 fois. Et en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas perdu les os. Oui. Ah oui. Et du coup, quand j'ai poussé, la poche, elle a lâché. Qui c'est qui a pris Tout le monde a éclaté de rire, même nous, on était morts de rire. C'était très drôle. Ça faisait vraiment ballon de baudruche. Ouais. Et du coup, la petite, elle est sortie. Les pédiatres l'ont prise. Ils l'ont nettoyée vite fait. Après, l'obstétricien, il avait coupé le cordon direct. Et après, ils nous l'ont posée et elle était vivante. Donc, du coup, je l'ai gardée dans mes bras. Et après, j'ai été transférée sur un lit pour être remis dans la salle d'accouchement du début. Ok. Et là, on est restés tous les 3 tranquilles. Et en fait, au bout d'un moment... Pardon. C'est normal. C'est Amélia qu'elle s'appelle, c'est ça? Il faut savoir que c'était il y a pas longtemps aussi, hein. C'était en 2022. Ouais. C'est quand même très frais. Et en fait, quand donc on est rentré dans cette salle, donc je l'avais toujours dans les bras. Et au bout d'un moment, mon conjoint me dit, je crois qu'elle est partie. Et je lui dis, bah écoute, prends-la. Et il l'a prise, on a appelé une sage-femme. La sage-femme, elle est venue, mais c'était pas à elle de nous l'annoncer. Du coup, elle a appelé une pédiatre. La pédiatre, elle est venue. Et elle nous a dit, effectivement, j'entends plus de rythme cardiaque. Et du coup, elle me dit, elle nous dit, vous voulez la garder un petit moment ou on la prend? On a dit tous les deux, prenez-la. Et après, on est resté pendant 2 heures dans cette pièce. Parce que vu que j'avais une péridurale, il fallait que j'attende 2 heures. Oui. Et puis après, on a été remis dans notre chambre de grossesse à haut risque. On a attendu, donc elle est née à 11h41. Et à 17h, mes parents devaient venir nous voir à l'hôpital. Et du coup, nous, par contre, on voulait savoir où était la petite. Parce qu'au final, on l'avait rendue, enfin, on l'avait donnée, mais on savait pas où elle était. Ouais. Donc, sur le coup, on savait pas. En vrai, on savait qu'elle était à la chambre mortuaire, mais bon, on voulait l'entendre, je pense. Et du coup, il y a une sage-femme qui arrive, ou une infirmière, peu importe.
Et donc on lui demande où est notre fille. Elle nous a dit écoutez, je vais me renseigner, je reviens. Donc on attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, toujours pas là. Et on se dit de toute façon, c'est pas grave, mes parents m'attendent en bas, on verra après. Et je la croise dans les couloirs et je lui dis du coup, vous avez pu vous renseigner sur où était notre petite? Et elle me dit je sais pas où elle est, j'ai pas eu le temps de me renseigner. Ça, c'est rude. Du coup, je me suis dit bon, d'accord. c'est Je lui dis tu peux pas nous dire quelle est la chambre mortuaire, c'est Ouais. bref. Et du coup, on est descendu et puis après voilà, on est sortis le soir même en fait. Tu pas eu de besoin d'être hospitalisée, Non, et puis même pour des examens moi supplémentaires? non, et puis je voulais pas. Enfin, en fait, je voulais Oui, non, partir je et comprends que ouais. tu veuilles pas, mais vu que tout à l'heure tu disais qu'il y avait peut-être un risque pour toi aussi, je me demandais s'il y avait pas une dimension où il y avait besoin de vérifier des choses, dans ton corps. Non, je crois même pas que j'ai passé des examens. OK. Tout ce que je sais, c'est que dans mon dossier, que j'ai regardé peu de temps après, il m'avait prévu 3 poches de sang. C'est tout ce que je sais. Mais sinon, Ouais, peut-être, De des risque risques d'hémorragie, éventuels. ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, un risque d'hémorragie avec une nécessité de transfusion, quoi. ouais, exactement. Mais sinon, non. Et du coup, on est sortis le soir même. Et puis on était mieux à la maison, tranquille. Oui, j'imagine. Voilà. Donc tu viens de nous dire, que lors de ta première grossesse, tu avais eu, une annonce de pathologie. Tu viens de nous expliquer en détail, tout le processus que tu avais suivi et ça a expliqué, comme tu dis, en fait, tu as appelé pour en venir, du coup, à ce que tu nous expliquais au départ, des maisons de naissance, tu as appelé tous les mois jusqu'à un certain stade. Dans tous les cas, même si une place était débloquée, tu n'aurais pas pu du fait de la pathologie de ta fille et quelque temps après, tu apprends une nouvelle grossesse, Exactement. 3 mois après. 3 mois Mmh. après. Mm. Comment tu vis cette annonce de grossesse? Je la vis super bien. C'était C'était un un souhait? petit cadeau du ciel. Oui, 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 j'avais pas repris de moyens de contraception. En fait, on D'accord. s'était dit, ça arrivera quand ça arrivera. Et en fait, 3 mois après, on est parti à La Réunion pour s'aérer l'esprit, parce qu'on a de la famille qui vit là-bas. Et on a passé 3 semaines, donc c'était au mois de novembre. Et au mois de décembre, j'apprenais que j'étais enceinte. C'est pas, l'île des C'est l'été bébés? là-bas. Non, Je mais tu sais pas. sais, il y a l'histoire, Julie, on n'a pas eu une interview où il y a quelqu'un qui nous disait que La Réunion, c'était l'île des bébés et qu'elle aussi était tombée enceinte à La Réunion? Je crois que j'ai déjà C'est entendu quelque chose possible. comme ça. Du Je coup, connais plusieurs personnes qui sont tombées enceintes à La Réunion, mais je sais pas. c'est trop rigolo, pardon, mais du coup, C'est possible. c'est assez fou. Enfin, en tout cas, tant mieux si, c'est comme tu dis, c'était un petit cadeau et qui vous arrivait et que tu le vis de cette façon-là. À ce moment-là, tu veux toujours être suivie en maison de naissance pour cette deuxième grossesse? Moi, oui. Du coup, j'en ai parlé avec mon conjoint. Ouais. Je lui ai dit, écoute, voilà, sur la seconde grossesse, en sachant ce qui nous est arrivé avant, et si c'est possible, parce que je savais pas si c'était possible ou pas, d'accoucher toujours à la maison de naissance ou pas. Il me dit, écoute, moi, je te fais confiance. La maison de naissance, je sais que voilà, il y a pas de risque. Mmh. Il y a pas de raison que ça se passe mal, en sachant que à la maison de naissance de Grenoble, il y a vraiment une porte battante et on est à la clinique. Ouais. Mmh. Donc vraiment, ça l'a vraiment rassuré. Et du coup, il m'a dit, écoute, je te suis, appelle et voici, il y a de la place et on y va. Et donc du coup, tu as appelé et il y avait de la Exactement. place? J'ai appelé et il y avait de la place. Mmh. Trop bien. Et suite à ta première expérience, est-ce que tu devais remplir des critères particuliers ou est-ce que finalement, ce premier accouchement, n'a pas eu d'impact sur, le fait que tu puisses être suivie en maison de naissance? Alors en fait, vu que c'est une pathologie qui est très rare, les tératomes, du coup, j'ai eu un petit questionnaire par contre au début OK. pour savoir si j'avais été perfusée, voilà, plein de questions comme ça qui peut être rédhibitoire pour la maison de naissance. Mmh. Tout était parfait. Donc dans notre malheur, on a eu de la chance de pouvoir accéder à la maison de naissance. Et du coup, mon suivi de grossesse a été normal. On a juste fait une échographie entre le 3e et le 5e mois. Mmh. Et c'était juste pour nous rassurer. J'allais dire, est-ce que c'était à ta demande pour te Oui. rassurer ou est-ce que c'était une précaution médicale? Non, c'était à notre demande. OK, Moi, je savais que ça allait bien se passer. tu en étais convaincue? En sachant que, on avait vu donc pour le premier accouchement une chirurgienne viscérale
Et elle nous avait dit que franchement, piocher 2 fois la même carte, c'est très rare. Ok. Et du coup, moi, j'avais toujours cette phrase dans la tête et je me suis dit, mais dans tous les cas, ça va bien se passer. La grossesse, elle va être géniale et ça va super bien se passer. Et on a quand même eu un petit diabète gestationnel. Petit. Voilà. Qui, franchement, nous a mené la vie un petit peu dure. Niveau nourriture, j'avais trop faim. Je voulais vraiment pas prendre d'insuline, rien du tout. Parce que je voulais absolument accoucher à la maison de naissance. Et j'avais même dit à la sage-femme, j'ai dit, mais en fait, si tu me veux plus, parce que j'ai de l'insuline, je vais accoucher à la maison. Je dis, moi, je veux pas aller à l'hôpital, je veux pas aller à la clinique, je veux accoucher ici. Elle m'a dit, écoute, on va tout faire pour. Et du coup, j'avais une diététicienne qui me suivait. Moi, je faisais très attention à la maison. Donc, je me piquais, je crois que c'était 6 fois par jour. D'accord. Je me permets juste la précision, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, il faut savoir qu'en maison de naissance, un diabète gestationnel avec insuline est un critère rédhibitoire. C'est pour ça que, du coup, tu viens de faire cette précision à demi-mot, que si à un moment donné ça basculait avec insuline, tu savais que tu serais réorienté d'office sur un accouchement en maternité. Et du coup, je me piquais 6 fois par jour pour voir mon taux. Et en fait, j'étais toujours à peu près bien, sauf si je faisais des écarts. Mais bon, ça, je le savais bien, enfin, avant de me piquer, du coup. Mais sinon, dans l'ensemble, ça allait. D'accord. Est-ce que le fait de faire face à une nouvelle pathologie, enfin un nouvel événement, est-ce que ça a ravivé des choses ou est-ce que tu étais toujours dans une espèce de sérénité comme tu viens de nous la décrire où tu disais cette fois ça va bien se passer malgré cette petite embûche du diabète gestationnel? Alors pour moi, je suis toujours restée positive et je savais pertinemment que tout allait bien se passer. Par contre, mon conjoint, ouais, c'était compliqué. À chaque échographie, il stressait. Il était même malade avant d'y aller. Du coup, pour lui, c'était très compliqué. Après, pour moi, ça allait. Et mis à part peut-être la peur de repiocher la même carte, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que tu avais d'autres peurs, peut-être plus standards, si je puis me permettre, on va dire liées à la grossesse ou à l'accouchement, peut-être la peur de la douleur ou d'un truc en postpartum ou je ne sais quoi. Alors franchement, la douleur, non, parce que j'en avais eu pour Amélia, du coup, notre première fille. Et les contractions, je les avais oubliées après. Et en plus, enfin, c'était pas non plus des vraies contractions, c'était des contractions de début de travail, donc c'était pas très fort, mais je les avais quand même oubliées. Donc je me suis dit, dans tous les cas, même si j'ai mal, ça va disparaître et avec le bonheur qui va venir après, c'est sûr et certain que tout va disparaître et il y aura aucun problème. Donc non, pas de peur particulière. Après, avec les cours de préparation à l'accouchement, ça nous a vraiment aidé pour connaître les étapes d'un accouchement physiologique. Donc ça m'a aidé à en savoir un petit peu plus et à savoir où je vais mettre les pieds en fait. Ouais. Et du coup, tu viens de parler donc des séances de préparation, vous avez fait tout le suivi. Est-ce que dans ce suivi, du fait de ce que vous aviez vécu quelques mois avant avec Amélia, et en plus de ce que tu viens de dire, que même ton conjoint était impacté au fur et à mesure des mois et des échographies, comment vous avez été accompagné par les sages-femmes à ce niveau-là? Parce que peut-être que lors des consultations, ça a été sujet de discussion, de rassurance ou de mise à plat de certaines choses pour essayer de faire redescendre certains stress, parce qu'au final, les résultats étaient positifs, a priori, vu que ça a pu aller au bout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à notre premier rendez-vous, nous, on a tout raconté, ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai raconté là, la sage-femme qui nous a reçus a été au courant et a tout noté. Et franchement, elle nous a aidés, elle était géniale. Et donc, du coup, elle a raconté notre histoire aux 2 autres sages-femmes, parce qu'on a été suivis par 3 sages-femmes. Et à la suite de ça, on n'en a plus parlé. Que ce soit de notre part ou de la leur, parce que c'est 2 grossesses différentes. Donc la première, on en a parlé au début, elle savait ce qui s'était passé, hop, on n'en parle plus. On a tourné juste la page du livre et on en a écrit
une nouvelle. Voilà, sans oublier la première, mais Ouais, je comprends. C'est pour savoir parce que parfois certaines personnes, justement avec, des stress, qui remontent ont besoin de le partager. Est-ce que en parallèle de ce suivi avec les sages-femmes, vous aviez d'autres accompagnements? Alors que ce soit peut-être des accompagnements, psychologiques pour vous aider justement à écrire cette nouvelle page ou alors des accompagnements, pour, juste la grossesse du style, de l'autonomie, du yoga, de l'acupuncture ou je ne sais quoi pour toi vraiment, maman, en devenir? Nous, on a eu un rendez-vous chez la psychologue à l'hôpital. Je crois que c'était 2 mois après et vraiment on a vidé notre sac à ce rendez-vous. On a tout dit ce qui nous est arrivé en détail, vraiment tout et après, on n'y est plus allé parce que, en fait, il faut avancer. Le fait de toujours, en reparler après, on en a toujours parlé, à nos proches, à nos amis, tout le monde a été là, on était vachement entourés. Donc on n'a pas jugé bon de continuer les séances, chez le psy. Après, chacun fait ce qu'il sent qu'il a besoin. C'est pour qu'on comprenne bien ton histoire. Hein. Du coup, si vous étiez entouré et que, comme tu dis, il y avait un dialogue et une facilité en fait d'avancer, Voilà, on n'était pas fermés sur notre histoire, c'est une chance. donc du coup, ça nous a permis d'avancer et nous, on prend la vie comme elle vient avec le sourire et même si c'est triste, on avance et c'est vrai que ça, puis on a été très soudés, même à l'enterrement et tout, enfin voilà, on a toujours été soudés sur nos choix, sur, tout. C'est admirable et c'est beau. C'est une belle force, tout cet amour qui a l'air de vous lier. En tout cas, vous étiez en train d'écrire, cette, nouvelle histoire et un jour, le terme, approchant, tu as dû savoir que ça allait, arriver et que cette fois tu avais ta place, à la maison du coup, à Grenoble. Est-ce que tu te sentais prête et est-ce que tu considérais avoir, tous les outils nécessaires, pour accoucher? Je me sentais, comme sur un petit nuage. J'attendais que ça. Je voulais accoucher et en plus, donc elle est née le jour du terme et du coup la sage-femme m'a appelée la veille pour me donner un rendez-vous donc le jour du terme pour faire les contrôles, de base, qui se fait, quand on arrive à terme, donc à la clinique et le rendez-vous était à 11h et je crois qu'en fait notre petite Lou, elle a pas voulu attendre ce rendez-vous. À 6h, je commence à avoir quelques petites contractions, mais ça allait. Du coup, je me lève, faire pipi, je reviens et j'ai les toilettes qui sont, à 2 pas et j'ai eu une autre contraction et je me suis dit: «Non, mais c'est bon, ça va passer, je vais me rendormir, comme d'hab» et j'ai essayé de me rendormir et toutes les 2 secondes et demie, j'avais envie de pisser. Et du coup, je me lève et en fait, on a un chien qui se lève en même temps que moi et on a du parquet et du coup, ça faisait du bruit. Et vu que monsieur ne travaillait pas donc le jour du rendez-vous, donc le jour du terme, je me suis dit: «Bon, je vais me lever, je vais me mettre dans le salon» et de là, je fais les 100 pas et j'ai un petit réflexe de mon ancien travail, j'étais ambulancière, c'est d'écrire à chaque fois que j'ai des contractions. Et du coup, je note, je note, je note et au bout d'un moment, je regarde et j'ai: «Ah bah oui, bah, toutes les 2-3 minutes. Bon et bah, du coup, je vais réveiller monsieur. Je lui dis: «Ce serait peut-être bien que tu te lèves, je pense que c'est pour aujourd'hui». Il me dit: «De quoi?» «Bah, la petite, elle va sortir aujourd'hui». Il dit: «Attends, laisse-moi 2 secondes là que je me lève 2 secondes». Puis je l'ai réveillé à 7h. Du coup, il se lève le temps qu'il prépare les affaires et tout. Moi, je fais les 100 pas, dans l'appartement. Donc toujours avec des contractions et là, je trouve aucune position où je suis bien. Et j'ai eu le malheur de m'asseoir sur le canapé. Alors quand j'avais pas de contraction, c'était génial, hein, c'était confort. Mais alors pour se lever, on aurait dit une baleine échouée. Je pouvais pas me lever. C'était horrible. Du coup, il m'aide à me lever. Donc il continue de préparer les affaires. À 8h, on appelle la sage-femme pour lui dire que voilà, parce qu'on voulait pas appeler trop tôt. 8h, c'était bien. C'était pas trop tôt et en fait, elle avait un accouchement dans la nuit donc heureusement qu'on l'a laissé un petit peu dormir et du coup, donc on l'appelle à 8h et elle entend à ma voix, elle dit à mon conjoint, elle lui dit: «Bah écoute, attends encore un petit peu et dès que Léa te dit de partir, tu me passes un coup de téléphone, on se rejoint, à la maison de naissance» et à 8h40, moi, j'ai cru que j'avais perdu les os parce qu'entre-temps, j'avais mis une petite couche parce que je me dis: «Si je perds les os dans la voiture et que ça tache les sièges, je vais me faire engueuler». Donc du coup, j'avais prévu la couche quand même. Et en fait, de là, je vais aux toilettes et là, je vois du sang. Ouais. Et là, mon cerveau, il s'est mis en off, en fait. Mmh. Et il rentre, il me dit: «Oh, tu fais quoi?» Il me tient par l'épaule, il me secoue un petit peu, il me dit: «Oh, allez, allez, on se motive là, bouge-toi!»
on part à la clinique, dépêche-toi, allez, prends tes affaires et tout. Et du coup, là, je reviens parce que j'étais un peu partie, j'étais plus connectée. Bon, pour le coup, il m'a dit prends tes affaires. C'est lui qui a porté les affaires. Ouais. On est d'accord. On Parce que espère moi, je quand même. pouvais pas, ouais, je pouvais pas prendre les affaires. Et il a pris les affaires, il avait amené la voiture devant l'immeuble et tout. Vraiment, il avait fait ça super bien. Et donc, on est parti. À 9h, on arrivait à la clinique. La clinique où il y a la maison de naissance, du coup, je précise. Oui, voilà, Pour ceux ouais, qui... tout à fait. Donc j'arrive, la sage-femme me dit écoute Léa, la chambre elle est pas prête. Je te laisse attendre dans la chambre à côté et dès que c'est tout bon, je t'appelle et tu viens. Et du coup, elle m'appelle donc 2 minutes après, donc à 9h02, parce que mon conjoint a envoyé un message à sa mère pour lui dire qu'on était donc à la maison de naissance et que c'était pour aujourd'hui. Et du coup, arrivé donc dans la chambre, c'était vraiment trop bien, dans le noir avec des petites bougies, l'eau qui coulait du bain. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller dans la baignoire, mais c'était en cours. Ça faisait une petite ambiance spa sympa. Ouais, c'était super bien. Il faisait chaud, franchement c'était super. Et du coup la sage-femme me dit écoute Léa, mets-toi où tu veux, comme tu veux, fais comme chez toi. Et là il y avait un tapis au sol et en fait instinctivement je me suis accroupie sur le tapis. Elle m'a donné vous savez les gros ballons Ouais. et j'ai mis mes bras dessus et de là c'est mon corps qui pousse en sachant que j'avais déjà poussé à la maison. Ouais. C'est impressionnant. Je Ouais. m'attendais pas à ça. C'est un truc de fou ce que le corps il peut faire. Et du coup, je pousse 2 fois. Et là, je me dis, je leur dis, je pense que la petite, elle va arriver. Du coup, la sage-femme, elle regarde mon conjoint, elle lui dit, je vais chercher des gants, je reviens. Du coup, avant de partir, elle m'enlève, elle me décroche avec mon conjoint la couche. Oui. Et du coup, elle part. Et de là, je me retrouve qu'avec mon chéri. Et je pousse une 3e fois. Et il était 9h19. Et en fait, la petite, elle est sortie à ce moment-là. Donc, on était vraiment que tous les deux, la sage-femme n'étant pas là. Et en fait, elle est arrivée dans la chambre. Donc, je l'ai même pas entendue arriver tellement que tout est discret là-bas. Et en fait, elle a vu que la petite, elle était née. Du coup, elle est restée à l'écart. C'est qui l'a attrapée, la petite? Alors, c'est moi. Et en sachant que, pareil que la première grossesse, j'ai perdu les os à l'accouchement. Oui. C'est moi qui l'ai récupérée de justesse avant qu'elle tombe par terre. Ouais. Et du coup, je l'ai ramassée, je l'ai prise dans mes bras. Et après, il fallait que je me lève quand même. Donc, je l'ai passée à mon conjoint, qui d'ailleurs avait oublié qu'il y avait le cordon qui était encore relié. Et il commence à partir avec. Je dis hop, hop, hop. Je dis, viens là. Alors, on est reliés, accessoirement encore. Et du C'est coup, c'était élastique, très mais quand drôle. même. Ouais, carrément. Et du coup, la sage-femme, donc avec mon conjoint, ils m'ont aidé à me lever. Je me suis installée dans le lit. J'ai repris la petite sur moi. 15 minutes après, la sage-femme était partie faire les papiers. Et je sens du chaud. Enfin, j'ai eu une petite contraction et je sens du chaud. Et j'ai dit à mon conjoint, je dis, regarde, je pense que j'ai perdu le placenta. Et effectivement, je l'avais perdu. Du coup, il est parti chercher la sage-femme. La sage-femme, elle arrivait, elle dit, mais décidément, vous avez pas besoin de moi. Je sers à rien, quoi. Faites tout sans elle. Et du coup, c'était très drôle. Et donc, elle m'a laissé la petite un très long moment sur moi avec le placenta qui était à côté de moi. Et pendant ce temps, en fait, elle était en train de me recoucher parce que j'avais eu quelques points quand même. J'avais eu 7 points en tout, donc avec les couches. En surface, j'en avais 2, donc ça allait. Et après, donc j'ai accouché à 9h19. À 14h, on a fait la toilette de la petite. Enfin, mon conjoint, pas moi. Moi, je suis restée dans le lit. Du coup, il a pu couper le cordon, lui. On l'a bien gardé, le cordon, on l'a pas coupé direct. Et après, on est restés tous les 3 jusqu'à 18h. Et à 18h, on est parti. Enfin, on sortait avec un bébé. Et du coup, tu nous as parlé du fait que la sage-femme avait fait le lit et qu'elle t'avait donné le ballon et tout ça et qu'elle n'était pas là au moment où le bébé est sorti. Mais en dehors de ça, est-ce qu'elle a fait des choses pour t'aider à avancer dans ton travail? Et qu'est-ce qu'elle a fait pour te soutenir? Alors, dans mes souvenirs, elle m'avait fait un massage sur le bas du dos. Et à côté de moi, je crois qu'elle me parlait. J'étais dans ma bulle, en fait, donc j'ai même pas entendu. Je pense que c'était pour la respiration, ou je sais plus trop ce que c'était. Et ton conjoint qui n'était pas réveillé au moment où tu l'as réveillé, qui a eu un peu de mal à atterrir. Après, vous êtes donc partis avec les bagages. Là, il était plutôt au taquet. Et arrivé sur place, il a pris quel positionnement? Alors franchement,
Il est très inquiet de base, il est très stressé, mais là, il a vraiment géré. Il était doux, il me laissait faire parce qu'il savait que dans tous les cas, enfin, j'allais le faire. Donc, au lieu de me dire des choses que j'ai pas envie d'entendre, si c'est comment je suis, en fait, il m'a laissé faire. Il était à côté de moi, il me soutenait, Oui. mais il m'a laissé faire. Oui, t'avais l'air plutôt bien préparée, vu ton envie d'accoucher en maison de naissance depuis tout ce temps. Ouais. Je pense que t'avais pas mal d'outils. Moi, je me posais une question. Tu disais que t'avais eu une perte de sang avant le départ pour la maison de naissance. Est-ce que ça s'est poursuivi? Est-ce que finalement c'était infime et ça s'est arrêté? Est-ce que t'en as parlé à la sage-femme en arrivant à la maison de naissance? Alors ça s'est arrêté. C'était juste un tout petit peu. Et ensuite ça s'est D'accord. arrêté. Oui, c'était pas un écoulement fort ou continu, quoi. Non, je pense que c'était juste pour dire que bah voilà, ça allait être là et que Oui, de toute façon, quand l'utérus se dilate, ça peut arriver, hein. Du coup, c'était anecdotique, en fait. ouais, tout à fait. Ok, ok. Et du coup, ouais, la sage-femme, non, je lui ai même pas dit. Quand on est arrivé, De toute façon, je s'il y t'avoue que avait eu j'avais du sang, elle oublié, hein. l'aurait vu, Oui. Voilà. Oui, voilà. elle t'aurait dit quelque chose, je pense. Ouais, du coup, tu nous disais que vous rentriez enfin avec un bébé. Hein. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as vécu ce retour? Et peut-être, alors t'as l'air d'être quelqu'un de très positif et avec beaucoup de joie de vivre, mais est-ce que ça a peut-être ravivé aussi des angoisses potentielles parce que c'est les quelques heures après la naissance aussi? Et sinon, comment vous avez vécu ce retour? Comment tu as vécu ce retour? Ce retour, il était magique. On était tous les trois dans la voiture, j'étais derrière avec elle. Ensuite, on est arrivé à la maison, on s'est posé sur le canapé et on avait la petite dans son petit berceau à côté sur le canapé et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien de la voir et tout. En plus, elle était sage. Et ce qui a rassuré mon conjoint, c'est que bah, la sage-femme, elle venait tous les jours. Et ça, vraiment, ça l'a aidé psychologiquement à ce que ça aille bien, parce que lui, il avait eu un petit coup de mou Ouais. le surlendemain, je pense, de la naissance. Et la sage-femme, enfin, vraiment, elle avait pris du temps, elle lui a parlé. Enfin, je sais même pas ce qu'il s'est dit parce ils ont parlé que tous les deux. Et après, même les sages-femmes, elles devaient venir pendant une semaine. Au final, elles sont venues pendant un mois parce que j'allaitais et la petite ne prenait pas de poids. Et il faisait tellement chaud dehors, c'était en plein été, c'était le 18 août, donc il faisait super chaud l'année dernière. Et du coup, elle arrivait pas à prendre de poids et du coup, elles sont venues donc tous les jours pendant un mois. Et même après, j'ai dû aller donc à la maison de naissance et c'était un pédiatre qui venait faire les consultations là-bas parce qu'en fait, il y avait pas de selle. Ah oui. Elle a fait c'était quoi, le colostrum, c'est ça? Non, méconium. Le Le colostrum, méconium, le colostrum, c'est le premier lait. c'est le Ah premier oui, lait. voilà. Bah, le méconium et en fait, après plus rien. Donc elle a pas eu de selle pendant, c'était plus de 20 jours. Et du coup, ça commençait un petit peu à inquiéter tout le monde. Et les pédiatres nous ont dit non, mais c'est normal avec la chaleur. En fait, tout ce qu'elle prend, Elle le garde. elle le garde Ouais. et après, bon, c'est avéré que j'ai dû arrêter l'allaitement parce qu'en fait, elle prenait plus tellement et puis vu qu'elle grossissait pas, en fait, on s'est dit on va essayer de trouver une solution bah, pour qu'elle grossisse quoi. Et pour savoir exactement ce qu'elle prenait, du coup, je lui avais donné du lait infantile, ouais. Et du coup, on se demandait avec le diabète gestationnel, donc c'est un diabète qui est lié à la grossesse, mais est-ce qu'il peut y avoir un impact sur le postpartum immédiat ou même à court terme, là, dans les semaines qui suivaient? Est-ce que tu le savais ça? Et est-ce que Pour tu le moi, sais? Oui. alors oui. Après, je t'avoue que j'ai fait la prise de sang pour la toxo, mais j'ai pas fait de prise de sang pour le diabète. D'accord. J'avais l'ordonnance, mais j'ai tellement eu des prises de sang, des perfs, j'ai dit non, en fait, c'est bon, laissez mes veines tranquilles. Je vais bien. Et je savais très bien que c'était un diabète gestationnel, donc il allait pas continuer. Donc je l'ai pas faite. Après la grossesse. Oui, du coup, c'est le suivi après où on te demande de continuer un peu à surveiller, c'est ça? Voilà. Et ça, je l'ai pas fait. Bon, après, libre à chacun, il n'y a pas d'obligation quand il s'agit de soi. Et tu sais si un diabète gestationnel peut avoir un impact, parce que tu disais là pour toi, mais est-ce que ça peut être aussi peut-être pour ta fille? Oui, si c'est un diabète important, si je me trompe pas. Après, je suis pas médecin, mais avoir du sevrage, des choses comme ça après pour l'enfant. Oui. D'accord. Et donc avec le recul,
de toute cette histoire, quels enseignements tu tires des deux expériences et qu'est-ce que surtout tu voudrais partager avec d'autres femmes qui pourraient être confrontées à des situations similaires et qui ont peut-être peur d'aller en maison de naissance suite à des diagnostics comme les tiens? Qu'il faut se faire confiance. Vraiment, ça c'est le plus important. Et de rester positif. Et ça, c'est ce qui nous a vraiment aidé. Être soudé avec son conjoint. Et puis vivre l'aventure en maison de naissance, c'est vraiment génial. Elles sont à l'écoute, elles sont respectueuses. S'il y a le moindre problème, on est transféré direct. Donc ça, la sage-femme, elle nous l'avait bien dit que voilà, le moindre problème, on était transféré et que voilà, après ça allait bien se passer. Et après, il y avait des obstétriciens, il y avait tout le monde derrière. Mais moi, je dirais aussi qu'il faut aller au bout de ce qu'on veut. Même si c'est dur, il faut y aller. Notre première idée, c'est toujours la bonne, mais il faut y aller. Faut se faire confiance, ouais. Son instinct. Ouais. En tout cas, c'est inspirant, surtout avec tout ce que tu viens de nous raconter. Je pense que ça peut en inspirer plus d'une, justement. Et maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie et avec tout ce que ça t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Alors c'est une maison, donc ce qui lui vaut son nom, où on fait des belles rencontres, où c'est une maison qui est conviviale, où tout le monde est respectueux, est à l'écoute. Et ce qui est rigolo, on va dire dans la mienne de maison de naissance, donc à Grenoble, c'est que on arrive, on enlève les chaussures, on est pieds nus, on se tutoie, et ça c'est vraiment génial. On se croirait vraiment à la maison. Exactement. Merci beaucoup. Et avant de nous quitter, je vais te poser la question que je pose à toutes nos invités sans exception, donc tu ne vas pas y déroger. Est-ce que tu aurais une astuce à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se préparent à accoucher physiologiquement? Une astuce, écouter son corps, et on peut y arriver les femmes. On est fortes, et franchement, on peut tout surmonter, tout. Et de toute façon, le corps, il oublie après, donc voilà. C'est On ce qu'il donne faut se tout. dire. Voilà. Alors ça fait mal, mais c'est pas grave. Après, c'est que du bonheur. Quand le bébé, il est là, c'est vraiment que du bonheur. Ça valait le coup d'avoir quelques contractions? Ah ouais, franchement, ouais. Je pourrais accoucher encore je sais pas combien de fois comme ça, sans problème. Donc on est capable d'y arriver et faut foncer. Mais écoute, merci beaucoup Léa de nous avoir partagé tout ça. Ton expérience qui est malgré tout assez particulière. Comme tu le disais, ça reste une aventure que peu de personnes traversent et on te remercie beaucoup de nous en avoir expliqué davantage aussi sur toute la notion du diabète qui peut du coup avoir sa place même en maison de naissance et on espère que ton récit aidera un certain nombre de femmes et de couples qui sont en attente de réponses ou qui sont dans cette situation que tu as connue et qui peut-être ont des craintes et n'osent pas se lancer. Et en plus, avec tout ce que tu as apporté de positif tout au long de cette interview, je pense que ça va motiver les gens à se dire qu'il faut y aller malgré toutes les épreuves, malgré un diabète ou malgré le fait qu'il faut des fois relancer X fois la maison de naissance en espérant qu'il va y avoir une place. Ça vaut le coup. En tout cas, si cet épisode vous a plu, on vous invite à le partager. Et pour toutes celles et ceux qui peuvent être concernés par le sujet, on espère que ça vous aura apporté quelque chose. Chaque partage, en tout cas, nous permet de faire vivre plus longtemps notre podcast, alors n'hésitez pas. Et puis enfin, Léa, on passe le bonjour à Lou et à Mathieu, qui nous écouteront peut-être, on l'espère en tout cas, qui t'écouteront raconter toute cette aventure que vous avez traversée avec brio tous les trois. Et aujourd'hui aussi, on voulait envoyer une pensée particulière à Amalia. Merci. Au revoir Léa. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir Léa. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.